qui disparaît 50 minutes après son décollage spontanément. Ça vous inspire quoi? D'abord, qui disparaît, c'est difficile à envisager, puisqu'il y a non seulement des fréquences de veille de toutes les compagnies sur toute l'Afrique, parce que ça peut pallier aux insuffisances du contrôle, et puis il y a une fréquence de détresse sur laquelle tous les avions sont connectés. Donc on ne disparaît pas comme ça. Donc malheureusement, effectivement, le crash va s'avérer. Et là, quand il s'agit d'une disparition et une coupure de communication, on se retrouve dans le même cas que le Malaysia, c'est-à-dire qu'il y a une explosion soudaine, probablement, et le fait que le pilote n'ait pas pu envoyer le message de détresse, c'est pas bon signe. Donc tout est envisageable, y compris une bombe à bord ou un attentat. Alors pour vous, pas de doute possible, vous parlez de crash, ça rappelle la Malaysia? Alors non, pas vraiment, parce que la Malaysia, on savait déjà que ce pays a été doté de missiles courte portée, jusqu'à 3 à 5 km, pas à 10 km, évidemment, ça a été la surprise, mais là encore moins, quoi. À moins que ce soit développé. Et puis il y a cette espèce d'entraînement. La démonstration par l'exemple, et ça devient extrêmement dangereux. Ça veut dire que tous les pays en guerre vont commencer à utiliser ce genre d'attentat qui est extrêmement médiatisé. Donc voilà, on participe nous-mêmes à cette envie de pouvoir marquer un coup, s'il s'agit d'un attentat, bien sûr. Gérard Felzer, donc, pour reprendre un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, un appareil qui vole à 10 000 mètres d'altitude, il ne peut pas être détruit avec n'importe quoi. On en a parlé pour l'Ukraine, il faut forcément un matériel très spécifique. Oui, et là, franchement, il n'y a aucun doute. La région n'est absolument pas équipée de ce genre de matériel. Donc ça pourrait être au décollage ou en basse altitude, mais 50 minutes après le décollage, il était déjà quasiment en altitude de croisière. Donc il est peu probable qu'il s'agisse d'un missile longue portée. Alors maintenant, le mystère reste entier. Peut-être une bombe à bord, allez savoir, c'est très très difficile avec les informations dont on dispose de savoir. Et en plus, les recherches vont être compliquées parce qu'il s'agit de zones qui sont très peu habitées. Donc il faut repérer l'avion. La compagnie Air Algérie est toujours sans nouvelles de l'un de ses avions de ligne, le vol AH5017, parti dans la nuit de Ouagadougou à destination d'Alger. 110 passagers, 6 membres d'équipage également sont à bord. L'appareil aurait disparu des radars 50 minutes après le décollage. Il y a donc de longues heures maintenant. La piste malienne se précise plus puisqu'on nous dit que l'avion a effectivement disparu au nord du Mali en traversant Gao, alors qu'habituellement, vous savez que depuis les événements qu'il y a au nord du Mali, Air Algérie a quelque peu modifié la trajectoire de ses avions en essayant d'éviter le nord malien. Pourquoi cet avion qui appartenait à un opérateur espagnol a traversé le territoire malien, c'est une question, d'autant plus que le directeur de l'Algérie, il y a quelque temps, avait parlé de menaces contre les vols civils. Contact a été perdu avec cet avion de type McDonnell Douglas 83. Contact a été perdu à 1h47, peu après que l'équipage ait indiqué devoir sortir de sa route pour des raisons météorologiques. L'appareil survolait alors vraisemblablement l'espace aérien malien. Mesdames, Messieurs, l'avion d'Air Algérie, à bord duquel voyageaient 51 de nos compatriotes, a été retrouvé cette nuit à Gossi, c'est-à-dire à l'est du Mali, à la frontière du Burkina Faso. Les soldats français qui sont déjà sur place ont sécurisé le lieu et ont procédé aux premières investigations. Il n'y a hélas aucun survivant. Je partage la douleur des familles qui vivent une épreuve terrible. L'enquête est en cours sur les causes de cette tragédie. Une boîte noire a d'ores et déjà été récupérée. Elle est acheminée vers Gao et pourra donc être examinée dans les meilleurs délais.
Le bureau enquête accident, qui dépend du ministère des Transports, a été également envoyé sur place à travers ses experts et pourront ainsi mener, là encore, toutes les investigations nécessaires. Ce que l'on sait déjà, c'est que les débris de l'avion sont concentrés sur un espace limité. Petit bout par petit bout, on grappille les informations qu'on a, et notamment de notre correspondant au Mali, de sa source de l'ONU, qui nous dit que la zone du crash pourrait s'étendre sur une dizaine de kilomètres. Ça, si c'est avéré, c'est une signification. Il y a dû avoir un accident ou en tout cas un démembrement de l'avion en vol pour avoir une surface aussi large de débris, non ? C'est un point, oui, c'est important. Si l'épave est concentrée sur quelques centaines de mètres, elle est arrivée pratiquement entière au sol. Si elle est répandue sur une dizaine de kilomètres, là, ça pose des questions, effectivement. Est-ce qu'un avion, avec cause de la météo, peut se désintégrer en vol ? Non, un avion, pour une cause météo, peut être cassé en vol. C'est-à-dire perdre une aile, c'est arrivé à Amsterdam sur un Fokker 28, ou un Fokker 100, je crois, de KLM. Donc, oui, c'est connu. Mais désintégrer l'avion en vol, non. Là, dans ce cas-là, on serait plus dans l'hypothèse d'une explosion, si l'avion est éparpillé dans tout. Et alors, allons au bout des logiques qu'on peut attribuer à ce qui s'est passé. Explosion, on pense évidemment à une bombe dans l'avion. Ça pourrait être en gros que ça. Ça pourrait être que ça. Et ça peut pas être court-circuit ou un avion qu'on explose pas comme ça. Non, parce que ça ne veut pas non plus être un missile comme le MH17, parce que des batteries de missiles de ce type-là sont facilement repérables. L'armée française les aurait repérées depuis longtemps. Donc ça ne veut pas être ça. Donc une bombe, oui, on peut toujours le craindre. Regardez le DC-10 du TA, c'était en 82, je crois. Donc la bombe, ça reste possible. Ça reste encore une des hypothèses qu'il va falloir vérifier, mais l'examen de l'épave va pouvoir tout de suite lever le doute. Mais il est encore trop tôt pour tirer les conclusions. Elles viendront. Il y a des hypothèses, et notamment climatiques, mais nous n'en écartons aucune, parce que nous voulons tout savoir sur ce qui s'est produit. Le gouvernement est mobilisé par rapport à ce drame. Tous les ministres concernés sont au travail. Et il y aura une conférence de presse cet après-midi au ministère des Affaires étrangères pour donner toutes les informations supplémentaires. Et on va parler humour, ou pas d'ailleurs. On va parler de la blague de François Hollande à Pauline de Malherbe qui n'a pas fait rire les Algériens. Mais d'abord, on va la revoir, cette fameuse petite blague, parce qu'on va voir si c'était vraiment drôle ou pas, vous me direz. Et François Hollande se lance dans l'humour. Écoutez. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va nous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Mouef. De l'humour un peu bête qu'il n'a pas fait devant n'importe qui, ça c'est important à signaler. Non, parce que justement, le parterre, c'était les représentants des institutions juives de France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les relations entre les juifs de France et l'Algérie, elles sont exécrables. Il n'y a plus un seul juif français en Algérie. Et justement, ils se battent depuis plusieurs années pour obtenir l'autorisation d'aller prier sur les tombes de leurs ancêtres. Et quand ils ont entendu la blague de François Hollande, ils se sont dit, ça va pas franchement arranger nos affaires. Interprétation que l'Algérie n'est pas un pays dont on revient sain et sauf, qu'un ministre de l'Intérieur français n'en revient pas sain et sauf, qu'un président de la République française se moque de l'Algérie devant les Juifs de France. Quoi qu'il arrive, on a beau le retourner dans tous les sens, c'est pas franchement drôle. Et même dans l'entourage de François Hollande, on finit par le reconnaître. Un peu du bout des lèvres, c'est raté.